Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast qui dépoussière le passé pour mieux éclairer notre présent. Installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, ou même une bonne pinte si le cœur vous en dit, car aujourd'hui, nous partons à l'aventure. Et pas n'importe quelle aventure. Nous allons nous enfoncer dans les forêts profondes, traverser les fleuves impétueux, et déconstruire ensemble une image tenace, celle des barbares. Car avant la chute de l'Empire romain, bien avant que leur nom ne résonne comme des cloches funèbres pour les Romains, les tribus germaniques étaient bien plus que de simples envahisseurs assoiffés de sang. Elles étaient le cœur battant d'une civilisation à part entière, complexe, dynamique et fascinante. Oubliez un instant les clichés des Vikings cornus, même s'ils partagent quelques lointains cousins avec nos amis du jour. Nous allons remonter le temps, bien avant les Dracars, pour explorer un monde où le fer, le bois et le courage forgeaient des destinées. Un monde où l'ombre de Rome était omniprésente, tantôt menace, tantôt opportunité. Alors, qui étaient-ils, ces hommes et ces femmes des Germania? Et comment vivaient-ils avant que leur destin ne se mêle inextricablement à celui de l'Empire éternel? Accrochez-vous, car l'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un choc des mondes, de rencontres inattendues et de la naissance d'une nouvelle Europe. Imaginez, si vous le voulez bien, les vastes étendues au-delà du Rhin et du Danube, la grande frontière naturelle que Rome s'était fixée. Là, sous le ciel souvent gris d'une Europe septentrionale, s'étendaient des terres couvertes de forêts denses, de marais et de plaines. C'était le foyer de ce que les Romains appelaient la Germanie, et ses habitants, les Germains. Mais attention, ce terme est une simplification romaine. Il ne désignait pas un peuple unique, mais une multitude de tribus, de clans, de nations diverses, parlant des dialectes différents, avec leurs propres coutumes, leurs propres dieux. Pensez aux Goths, aux Vandales, aux Francs, aux Lombards, aux Saxons, aux Alamans. Une véritable mosaïque de peuples. Leur première rencontre majeure avec Rome fut souvent sanglante. On se souvient des Cimbres et des Teutons, ces redoutables guerriers qui, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, déferlèrent sur l'Italie, semant la terreur et infligeant de cuisantes défaites aux légions. Il fallut le génie militaire de Marius pour les arrêter. Ces événements gravèrent dans la mémoire romaine l'image d'un ennemi féroce, imprévisible. Plus tard, Jules César lui-même, dans ses « Commentaires sur la guerre des Gaules », nous offre un aperçu de ces peuples. Il les décrit comme de grands gaillards blonds aux yeux bleus, féroces au combat, mais aussi d'une certaine noblesse sauvage. Mais n'oublions jamais que César écrivait pour justifier ses propres campagnes. Ses récits sont teintés d'une certaine propagande. La source la plus précieuse et la plus détaillée que nous possédions est l'œuvre de l'historien Tacite, intitulée simplement Germania, écrite à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Tacite, un observateur attentif, décrit les mœurs, les institutions et la vie quotidienne de ces peuples. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tacite, en glorifiant certaines vertus germaniques, leur simplicité, leur courage, la fidélité de leurs femmes, cherchait aussi à tacler la décadence morale qu'ils percevaient dans la société romaine de son temps. C'est une œuvre complexe, mais sans elle, notre connaissance serait bien plus maigre. Alors, comment vivait-on dans ces sociétés? Loin des cités opulentes de Rome, les Germains vivaient principalement dans des villages, souvent de quelques centaines d'âmes. Leurs maisons étaient faites de bois, de torchis, avec des toits de chaume, des habitations simples mais fonctionnelles, souvent de longues bâtisses abritant non seulement la famille, mais aussi le bétail pour le protéger du froid et des prédateurs. Leur économie était principalement agraire. Ils cultivaient des céréales comme l'orge et le seigle, pratiquaient l'élevage de bovins, de porcs, de moutons. Mais la terre était parfois ingrate, et leurs méthodes agricoles étaient moins intensives que celles des Romains. La chasse et la pêche complétaient leur alimentation. Et le troc était leur mode d'échange privilégié, notamment avec les Romains, qui étaient friands de leur fourrure, de leur ambre, et qui leur vendaient du vin, de la poterie et des objets en métal. Cette relation commerciale était essentielle, une véritable fenêtre sur le monde méditerranéen. La société germanique était structurée autour de la famille, du clan et de la tribu. L'honneur et la loyauté étaient des valeurs cardinales. Au sommet, on trouvait des chefs, souvent élus pour leur qualité guerrière ou leur sagesse, pas des monarques absolus. Les décisions importantes étaient prises lors d'assemblées d'hommes libres, où chacun pouvait s'exprimer. C'était une forme de démocratie primitive, où le consentement des guerriers était crucial. Et le guerrier, parlons-en. La culture germanique était profondément martiale. Chaque homme libre était avant tout un guerrier. L'entraînement commençait dès l'enfance. Le courage au combat était la plus haute vertu. Ne pas fuir, se battre jusqu'à la mort pour son chef ou sa tribu,
c'était la voie de la gloire. Tacite décrit le astérisque comitatus, la suite, ou la garde d'honneur, d'un chef, un groupe de jeunes guerriers liés par un serment de fidélité absolue à leur chef. Dormir sur le champ de bataille, ne pas avoir le bras ensanglanté par la bataille, c'était une honte insupportable. Cette loyauté féroce, cette soif de gloire, seraient un jour les atouts les plus précieux des armées romaines, et leur pire cauchemar. Leur religion était animiste et polythéiste, profondément liée à la nature. Les forêts, les sources, les rochers étaient considérés comme sacrés. Ils croyaient en un panthéon de dieux, dont les plus connus sont Wodan, le futur Odin, le dieu de la guerre, de la sagesse et de la poésie, Donar, le futur Thor, le dieu du tonnerre et de la fertilité, et Tiou, le futur Tyr, le dieu de la justice et de la guerre. Les sacrifices, parfois humains, étaient pratiqués pour apaiser les dieux et s'assurer leur faveur. La divination était courante, et les prêtres et prêtresses jouaient un rôle important dans la communauté. La destinée était une force puissante, un concept central de leur vision du monde. Alors, comment ces deux mondes, celui des Germains et celui des Romains, ont-ils interagi? Ce fut un mélange complexe de conflits sanglants, d'échanges pacifiques et d'assimilation progressive. La bataille de Teutoburg, en l'an 9 après Jésus-Christ, reste l'exemple le plus éclatant du revers de fortune romain face aux Germains. 3 légions romaines, soit environ 20 000 hommes, commandées par Varus, furent anéanties par une coalition de tribus germaniques menée par Arminius, un chef chérusque qui avait été élevé à Rome et qui connaissait parfaitement les tactiques romaines. Ce fut un traumatisme profond pour Rome. L'empereur Auguste, dit-on, hanté par la défaite, criait parfois dans son sommeil « Varus, rends-moi mes légions ». Après Teutoburg, les Romains renoncèrent en grande partie à la conquête de la Germanie transrhénane, établissant le Rhin et le Danube comme des frontières plus ou moins stables. Mais ces frontières n'étaient pas des murs infranchissables. C'était bien plus un astérisque limès, un chemin de ronde, une zone d'échange, de surveillance, mais aussi de perméabilité. Des marchands germaniques se rendaient dans les villes romaines, des Romains osaient s'aventurer en Germanie pour le commerce. Et surtout, les Germains ont commencé à servir dans l'armée romaine. D'abord comme auxiliaires, puis, au fil des siècles, occupant des rangs de plus en plus élevés, certains devenant même généraux, comme Stylicon, un Vandale, ou Ricimer, un Suève, qui furent des figures centrales de la politique impériale au 5e siècle. Rome avait besoin de leur force, de leur férocité au combat. C'était une sorte de pacte faustien. Rome s'affaiblissait en se barbarisant, mais ne pouvait plus se passer de ces barbares pour assurer sa défense. Ces accords, qu'on appelle les astérisques fédéra astérisques, donnaient souvent aux tribus germaniques le statut de fédéré astérisque fédérati astérisque. En échange de terres à l'intérieur de l'Empire et de subventions, ils s'engageaient à défendre Rome contre d'autres envahisseurs. C'est ainsi que des groupes de Goths, de Francs, de Vandales, de Burgondes se sont établis dans des provinces romaines, conservant leurs propres lois et leurs propres chefs, mais sous l'autorité nominale de l'empereur. C'était une intégration progressive, un peu comme des organismes symbiotiques, mais qui contenaient les germes d'une transformation profonde. Ces Germains n'étaient pas là pour détruire Rome, du moins pas au début. Ils étaient là pour y vivre, y prospérer, souvent pour profiter de ses richesses et de sa civilisation avancée. Ils admiraient la grandeur romaine, sa technologie, son art, son organisation. Certains apprenaient le latin, adoptaient des noms romains, et embrassaient le christianisme, souvent sous sa forme arienne. Cependant, cette relation s'est tendue au IVe siècle, avec l'arrivée d'un nouveau et terrible acteur, les Huns. Ces nomades venus des steppes d'Asie centrale ont poussé devant eux les tribus germaniques qui vivaient à l'est. C'est le début de ce que l'on appelle les grandes invasions ou, plus justement, les migrations de peuples. Les Goths, pressés par les Huns, demandent l'asile à l'Empire romain en 376. Ils franchissent le Danube en masse, mais sont maltraités par les fonctionnaires romains. La faim et la colère les poussent à la révolte. En 378, à la bataille d'Andrinople, ils infligent une défaite catastrophique à l'armée romaine, tuant l'empereur Valens lui-même. C'est un choc monumental, un signal d'alarme. L'Empire est vulnérable. Puis vint le fameux hiver 406. Le Rhin, gelé, permit à une multitude de tribus, Vandales, Suèves, Alamans, Alains, de traverser la frontière en masse. Cette fois, ce n'était plus un accord de fédération, mais une intrusion massive et irréversible. C'était le début de la fin pour l'Empire romain d'Occident. En 410, Rome elle-même fut mise à sac par les Wisigoths d'Alaric.
Un sac, certes, mais pas une destruction totale. Les Wisigoths voulaient avant tout de l'or, de la nourriture, et un territoire où s'établir. Ces événements marquent une étape cruciale. Les tribus germaniques, autrefois contenues ou assimilées, sont désormais les acteurs principaux sur la scène européenne. Elles ne sont plus juste des peuples aux marges, mais des forces capables de dicter leurs lois à l'Empire, ou du moins de vivre en son sein, en créant leur propre royaume. Les Vandales en Afrique du Nord, les Wisigoths en Espagne et dans le sud de la Gaule, les Burgondes en Savoie, les Francs dans le nord de la Gaule. Le paysage politique et culturel de l'Europe est en train de se remodeler. Ces tribus germaniques, que nous avons commencé à mieux connaître, ne sont pas de simples destructeurs. Elles sont les héritières forcées d'un empire en déclin, celles qui vont jeter les bases d'une nouvelle ère. Leurs chefs, leurs guerriers, leurs femmes et leurs enfants ne sont pas venus pour anéantir la civilisation, mais pour trouver leur place dans un monde en mutation. Et c'est là toute la complexité et toute la richesse de cette période. Les tribus germaniques, avec leur mode de vie rustique, leur code d'honneur, leur vaillance au combat et leur adaptabilité, n'ont pas seulement contribué à la chute de Rome. Elles ont aussi, à leur manière, semé les graines des nations européennes futures. La France tire son nom des Francs, l'Angleterre des Angles et des Saxons, et tant d'autres. Leur histoire n'est pas celle d'une barbarie stérile, mais celle d'une culture vigoureuse, résiliente, qui a su interagir, s'adapter, et finalement se mêler à l'héritage romain pour forger quelque chose de nouveau. Une Europe médiévale où le latin côtoie les langues germaniques, où le droit romain se marie aux coutumes barbares, et où la foi chrétienne unifie progressivement des peuples si différents. La chute de Rome, comme vous le voyez, n'est pas un simple effondrement, mais une transformation lente et complexe, où les barbares ont joué un rôle essentiel, bien au-delà de l'image simpliste de hordes dévastatrices. Ce sont eux, les hommes des forêts et des plaines, qui ont, malgré eux et avec Rome, écrit les premières pages de l'histoire de notre continent. Voilà, chers auditeurs, un aperçu de ces peuples fascinants qui ont façonné l'Europe avant même que l'Empire romain ne rende son dernier souffle. La prochaine fois que vous croiserez le mot « barbare », j'espère que vous y verrez non pas une insulte, mais un monde entier de complexité, de défis et de renaissance. Merci d'avoir été avec moi pour cette immersion. N'hésitez pas à partager ce podcast si l'histoire de nos ancêtres vous a captivé. Retrouvez l'historien du dimanche pour de nouvelles explorations du passé. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité affûtée. À très bientôt.